Bonsoir. Chers amis de Code 243, nous avons le privilège d'avoir ce soir une éminente personnalité de la vie politique en République démocratique du Congo, à savoir M. Médard Moulangala, qui a eu à exercer plusieurs fonctions en République démocratique du Congo. M. Moulangala, bonsoir. Bonsoir, Code 243. Pouvez-vous brièvement dire à nos nombreux téléspectateurs qui vous êtes et qu'est-ce que vous avez exercé comme fonction en RDC? Brièvement, je m'appelle Médard Moulangala Lwakabwanga. J'ai 54 ans, je suis marié, père de 3 enfants. Je suis licencié en sciences commerciales et financières à l'ICHEC à Bruxelles. Et ma vie professionnelle est relativement simple. J'ai fait 11 années à la Citibank, au Citigroup bien sûr. Et j'ai terminé là-bas comme administrateur de la banque. Ensuite, j'ai embrassé la carrière politique. Et depuis 1991, je suis actif politiquement, ayant occupé notamment plusieurs ministères durant la transition. Et par la suite, ayant participé à toutes, je dirais, les négociations politiques depuis 1991 pratiquement. Et enfin, ayant siégé à l'Assemblée, d'abord de la transition après l'accord global inclusif. Aujourd'hui, député national élu de Andemba au Kasaï occidental. Négociation, le mot a été lancé et c'est de cela que nous allons parler ce soir. Il appert chez les spectateurs qu'aujourd'hui, sur la scène politique congolaise, l'opposition est en train d'essayer de s'unir autour d'un candidat et même autour d'un programme commun. Et il s'avère que depuis quelque temps, 2 groupes se sont distinctement affichés sur le terrain politique congolais. Le groupe qu'on appelle celui de Fatima et celui de Sulutani. Vous faites partie, je crois, de ceux qui ont été à Sulutani. Tout à fait. Mais avant cela, il faudrait revenir à la question essentielle qui est laquelle. En janvier 2011, durant la session extraordinaire, la majorité actuelle a cru bon de vouloir faire un forcing en modifiant la Constitution. Et cela malgré les assurances données par Kabila lui-même, le président sortant, pour dire que jamais il ne changerait la Constitution. Donc, il y a eu un forcing durant le mois de janvier, il y a eu des bagarres à l'Assemblée, mais leur majorité a prévalu, le mode de scrutin a été changé. Ce changement-là a dû amener toutes les forces politiques à revoir leurs calculs. Donc, c'est dans ce cadre-là que nous avions estimé qu'il fallait travailler ensemble. Le travail a commencé très bien. On a fait une lettre ouverte commune, on a longtemps discuté ensemble, et à un moment donné, il y a eu un problème, je dirais, de processus. Un groupe disait, faisons d'abord un programme commun, et après, voyons qui peut mieux l'assumer. D'autres disaient, ayons absolument un candidat commun, il faut le désigner ici et maintenant. Voilà à quel moment il y a eu un peu la division momentanée. Moi, je suis de ceux qui pensent que pour être ensemble, il faut se dire d'abord pourquoi être ensemble, pour faire quoi ensemble, pour quel objectif. Donc, j'ai signé naturellement à Sultani, où j'ai signé un programme commun. Donc maintenant, qu'est-ce que nous avons dit? Lors de la signature de l'accord du programme commun de Sultani, j'ai fait une motion. Je dis à la plénière, programme commun, c'est bien. Nous sommes tous de l'opposition, mais en face de nous, un groupe travaille. Un groupe a déjà pris une option à désigner un candidat. On ne peut pas agir comme si ce groupe n'existait pas. Donc je crois que la plénière a été sage et m'a demandé de conduire une mission de médiation, cherchant à voir de quelle manière rapprocher les 2 camps. Ce travail, je l'ai fait pendant 3 semaines avec le collègue Idambito Bakarato qui m'a accompagné. Nous avons eu à voir les principaux candidats qui sont présentés, notamment les candidats Kengo Wandondo, le candidat Oscar Kachala, le candidat Vital Kamere et le candidat de 4e, il y a Kengo, Vital, Oscar. Oui, ce sont les candidats principaux qu'on avait de notre côté. Moussa Namouchi, non? Moussa Namouchi n'était pas de l'opposition comme telle. Exactement. Donc on a vu les 3 candidats pour leur poser des questions relativement simples. Est-ce que vous êtes d'accord sur l'idée qu'il faut un candidat commun? À cette question, tous ont répondu oui, c'est le meilleur moyen de gagner. 2. Est-ce que vous pensez que pour y arriver, il serait utile d'harmoniser les points de vue par rapport aux élections législatives? Tout le monde dit oui, c'est logique. On doit bâtir une maison à 2 étages. Premier étage, c'est l'Assemblée. Deuxième étage, c'est la présidence. Donc tout le monde est d'accord pour dire qu'on doit se concerter pour aller de l'avant, pour réussir. Et tout le monde dit aussi ceci.
que si nous allons diviser dans cette démarche-là, nous donnons la chance au pouvoir, à la majorité de Kabila, au président sortant, de pouvoir s'organiser et éventuellement gagner avec 15, 16 ou 18%. Donc nous comprenons tous que le véritable enjeu, c'est de ne pas laisser l'espace, la possibilité à une fraude quelconque sur le plan électoral. Et pour ce faire, le bon sens commande qu'on ait un seul candidat commun. Donc, tous les candidats que nous avons vus ont tous dit que c'était la bonne démarche à faire. Ils étaient prêts aux discussions et aux négociations, et à tout moment on peut avancer. Donc, nous avons fait un rapport à notre modération, qui est dirigé par le MLC, et ce rapport a aussi fait des recommandations pour les actions à mener. Maintenant, on attend que la modération fasse rapport à la plénière et qu'on mène les actions pour amener le camp à se mettre ensemble. Parce qu'il y a ceci. Le risque qui est là, le risque majeur est lequel, c'est que si nous ne sommes pas unis, nous pouvons laisser une ouverture à un groupe, à un président sortant, pour qu'il puisse, avec sa puissance financière, avec son contrôle des médias, avec ses moyens sécuritaires, imposer finalement parce qu'on n'aura pas été unis. Or, qu'en ayant un seul candidat, un candidat commun, mathématiquement, il est impossible que le président sortant puisse l'emporter. Puisque nous voulons tous le changement de régime, c'est ça le problème de fond. Puisque nous voulons tous mettre fin à cette situation précaire, puisque nous voulons tous un Congo nouveau, un Congo différent, je crois que le bon sens commande qu'on se mette tous ensemble. Et la question est de savoir qui est le meilleur candidat. Ma réponse, elle est simple, celui qui va nous faire gagner est le meilleur candidat. Maintenant, à nous de voir, parmi les candidats qui sont là, lequel d'entre eux a les meilleures chances de l'emporter. Il y en a qui sont très populaires sur le terrain, on l'a vu, qui a suivi par des foules très nombreuses à Kinshasa. Y a-t-il un nom? Lubumbashi, M. Tshisekedi, vous le connaissez. Merci. Il est allé à Kinshasa, Lubumbashi, bien soutenu par la population, c'est une réalité. Maintenant, n'oublions pas ceci. Entre le soutien populaire manifesté par la population et le vote dans l'urne, il y a un travail à faire. N'oubliez pas, il y a 62 000 bureaux de vote dans le pays. On ne doit pas penser simplement discuter en termes de désigner les individus, non. Il faut aussi une approche, une technique, une méthode, une action commune pour aller ensemble contrôler ces élections-là. En dehors de lui, d'autres candidats sont aussi présents, qui ont chacun leur qualité. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'ils se retrouvent, qu'ils se parlent et qu'on désigne finalement le meilleur candidat. Mais je crois que le bon sens commanderait que le doyen d'âge, puisqu'il y a un doyen d'âge, qu'il appelle les autres candidats et qu'ils finissent ces discussions et qu'on aille au plus tôt dans l'organisation matérielle pour un bon contrôle des élections en novembre 2011. Voilà un peu ce que moi je propose comme démarche, qui est une démarche, à mon avis, qui rencontre l'assentiment des principaux candidats que j'ai rencontrés. Nous avons sollicité aussi un rendez-vous chez le candidat Tshisekedi. On attend la réponse. Je crois que lorsqu'il sera prêt à nous recevoir, nous irons le voir pour le dire dans le même discours, c'est-à-dire on ne réussira pas dans la division. Le succès passe par l'union. Moi, je crois qu'il faut appeler, peut-être le doyen d'âge dans cette démarche-là, appeler les autres, parler avec eux. Et je pense qu'on peut réussir. Mais nous avons de très bons candidats. Tshisekedi est un très bon candidat. Kengo est un très bon candidat. Kamere est un candidat valable, bon aussi. Donc, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas mettre ces compétences ensemble pour mettre fin à un régime qui a échoué de manière patente. Donc, c'est ça le vrai enjeu. Mettre fin à un régime qui a échoué. C'est ça le vrai enjeu. Ceux qui nous rejoignent, Code 243, nous recevons ce soir M. Médard Moulangala, président de l'Union pour la majorité républicaine et de surcroît médiateur au niveau de l'opposition, de manière à ce qu'il y ait un rassemblement autour d'un programme commun et d'un candidat commun. Comme vous l'avez entendu, il y a des démarches qui sont entreprises et une volonté de part et d'autre d'arriver à la conclusion et à l'organisation pour une victoire effective afin de mettre un terme à ce qui se passe en République démocratique du Congo. Mais cependant, M. Moulangala, dans la diaspora dans laquelle vous vous retrouvez, vous êtes aux États-Unis ici, plusieurs disent que le manque d'union autour d'un candidat serait peut-être le fait que certains candidats de l'opposition, nouveaux venus dans l'arène du côté de l'opposition, ne joueraient pas leur jeu pleinement. Je ne vais pas citer de nom, mais
pour la majorité de l'opinion, certains candidats n'ont pas cette étoffe d'opposants. C'est un vrai débat. Non, c'est un débat. Écoutez, nous avons été dans l'opposition de manière constante depuis pratiquement 10 ans. On se connaît dans l'opposition. Maintenant, il y a d'autres personnes qui, depuis 1 an ou 2, se disent opposants. On prend acte. Il faut juger les uns et les autres par leurs actes, par leur discours, par leur comportement. Et après, nous verrons. Mais ce qui est vrai, c'est quoi? Il faut quand même faire preuve de réalisme politique. Je prends le cas d'un pays... prenons le cas de la France, hein, qui est un exemple assez lointain. En 81, l'union de la gauche a été faite entre socialistes et communistes pour aller de l'avant. Bon, après, ils se sont séparés. Mais il fallait qu'il y ait une rupture dans le système. Elle a eu lieu parce qu'il y a eu cette cohésion qui a eu lieu. Donc, à mon avis, je ne vois pas ce que perdrait le candidat, quel qu'il soit. Aujourd'hui, avoir une unité d'action à un premier stade pour la présidence, et maintenant travailler ensemble au niveau des élections législatives. Pourquoi je dis ça? Un président sans majorité parlementaire ne pourra pas imposer sa vision. Exact. Donc il sera tout à fait isolé et à tout moment, le gouvernement fera ce qu'il veut. Donc c'est pour ça que nous disons, nous devons être réalistes. Le système électoral que nous avons choisi, qui est un bon système, la proportionnelle est telle que il est difficile pour un seul parti d'emporter une majorité absolue. C'est difficile. Donc à partir de là, la coalition, les accords politiques sont indispensables pour arriver à la victoire, à la majorité parlementaire. Donc nous devons faire ce travail-là de manière tout à fait pragmatique et réaliste. Moi, on dit que certains ne sont pas opposants, je constate cela, mais aujourd'hui, le véritable enjeu est lequel? Il faut mettre fin à un régime qui a offert les Congolais, qui n'a pas travaillé pour les Congolais. Donc à partir de là, je crois qu'il faut chacun mettre de l'eau dans son vin et voir comment avancer, comment aller de l'avant. Donc le label d'opposant, ce n'est pas vous, ce n'est pas moi qui l'attribuons, c'est le peuple qui le constate par vos comportements au quotidien. Donc je crois qu'il faut laisser peut-être à tout le monde le bénéfice du doute et voir comment nous allons avancer. Nous nous connaissons. Nous avons une histoire commune, nous savons qui vient d'où, qui a fait quoi, on se connaît. Mais aujourd'hui, l'enjeu premier est d'abord de mettre fin à un régime. Et mettre fin à ce régime, c'est symboliquement avoir un président autre que le président sortant actuel. Pour cette raison-là, je crois qu'il faut faire l'effort nécessaire pour passer un cap. Et après, nous allons évoluer. Le pays ne s'arrêtera pas avec nous, pas du tout. Exactement. Le pays est là pour rester. Mais nous devons apporter notre petite pierre à la construction, en faisant en sorte que il y a une rupture nette, il y a un changement clair entre le président sortant actuel et le nouveau président que nous allons élire, qui, je l'espère, sera issu de l'opposition politique. Président qui sera élu, qui sera, nous l'espérons, issu de l'opposition politique, mais cependant, lorsque nous lisons la presse, l'opposition a émis certaines réticences quant au fonctionnement de la CENI. Et plusieurs cas de fraude ont été relevés. Distribution de cartes d'électeurs auprès des mineurs, auprès de la police, auprès même des militaires. Et surtout que l'opposition a demandé d'avoir aussi accès au serveur central. Par rapport à cela, alors que le gouvernement, par le biais de Monsieur le pasteur Goïmoulunda ne cesse de déclarer que ces élections seront apaisées, libres et transparentes. Croyez-vous que ces élections, à ce stade-ci, vu ce qui a été relevé par vous, qui êtes sur le terrain, peuvent revêtir de ce caractère-là? Nous devons travailler et toujours continuer à travailler. Il est certain que lorsque le processus avait démarré, nous avions émis certaines réserves et donné 10 préalables, parmi lesquels notamment l'audit du fichier électoral. En dehors de ça, d'autres questions avaient été posées. Lesquelles? Il ne faut pas les oublier. Il fallait qu'on nomme le CESAC, qui est responsable de l'audiovisuel dans le pays. Cela a pu se faire grâce à notre pression. Nous avons demandé un audit financier de la CEI, de la CENI. Il va se faire dès que les documents seront déposés à l'Assemblée nationale. Nous avions demandé aussi qu'on mette sur pied la Cour constitutionnelle, qui n'est pas encore prêt. Donc il y a là beaucoup de questions qui ont été posées
et pour lesquels on voudrait avoir des réponses précises. Mais la question essentielle est celle liée au fichier électoral. Qu'est-ce que nous disons? Nous avons le sentiment que ce fichier-là n'est pas fiable, n'est pas crédible et peut-être aurait été manipulé. J'ai vu que les collègues à Kinshasa ont fait une démarche qui a été acceptée d'envoyer 5 délégués. Le pouvoir n'a pas voulu envoyer des délégués, mais je pense que si on veut faire l'audit du fichier, c'est un principe, nous devons amener le terme de référence et qu'on fait ce travail à un bureau qualifié. Moi, je crois qu'il faut qu'on soit réaliste. Il faut qu'on fasse ce travail à un bureau qualifié qui, sur base technique, vient nous démontrer que, oui, voilà, il y a telle ou telle faiblesse. Mais le principe est que nous devons demander cela. La manière de le faire, ce n'est pas nous-mêmes, ce n'est pas notre métier. Demandons à un bureau de le faire. Ça va nous freiner? Où est le problème? Au Nigeria, on a reporté les élections à plusieurs reprises parce qu'on n'était pas prêts. Écoutez, nous ne pouvons pas prendre le risque d'être à nouveau une nouvelle Côte d'Ivoire. Si, à mon humble avis, on voit qu'il y a des problèmes majeurs sur le fichier électoral, je crois qu'on doit être responsable de demander qu'on fasse d'abord la révision du fichier pour rassurer les uns et les autres. Le pays, aujourd'hui, ne peut pas se permettre un dérapage. Il faut qu'il y ait la stabilité post-électorale, et pour cela, je suis de ceux qui pensent que si dans le processus on constate des difficultés, il faut le courage de dire que arrêtons-nous un temps, regardons et corrigeons. Maintenant, en le faisant, on saura qui est responsable, on saura qui n'a pas fait son travail, on pourra éventuellement sanctionner. Mais la véritable sanction vient par les urnes. Et à ce stade, en ce qui nous concerne, je dirais ceci. La présidentielle, il y a 3 candidats qui émergent majeurs. Il y a un doyen d'âge qui fasse son travail, qu'il appelle les autres et qu'on avance. Deuxième démarche qu'il faut faire, nous devons absolument harmoniser nos points de vue sur le plan des élections législatives. Parce qu'il y a 2 étages. Un chef d'État sans majorité parlementaire ne fera rien. Exactement. Et pour cela, on doit se retrouver et discuter. Et enfin, s'il y a un fichier électoral, s'il y a une démarche qui semble viciée dès le départ, il faut avoir le courage de le dénoncer et éventuellement de prendre le temps qui convient pour éviter, je l'ai dit, un dérapage qui serait fatal pour notre pays aujourd'hui. Vous venez de le dire à propos de dérapage. Donc, nous parlerons ainsi donc d'une nouvelle transition. Je n'ai pas dit ça. Non, non, vous suggérez. Je dis que s'il y a une difficulté majeure, il faut assumer les responsabilités nécessaires. Exactement. Je crois que vous l'avez bien dit, nous ne voudrions pas que le pays sombre dans une nouvelle explosion sociale ou des situations de dérapage incontrôlées et qui amènerait les responsables à penser à une transition. Oui. Ouais. Nous avions appris qu'il y a, au courant de cette semaine, il y a eu des réunions qui se sont faites à Addis Abeba où certains acteurs politiques congolais ont été conviés à la demande du gouvernement. Et d'après certaines indiscrétions, il s'avère qu'il y aurait eu des négociations, où il y aurait on aurait posé le préalable d'une négociation en vue de l'installation d'un gouvernement de transition. D'après vous, vu votre expertise et votre expérience sur la scène politique, quel serait le profil de ce gouvernement? Qui devrait en prendre part et pour quelle période? Pour éviter un prolongement à la Gbagbo qui a duré pendant 4, 5, 6 ans. Vous avez prononcé l'exemple de ne pas suivre la Côte d'Ivoire. Première chose. Deuxième chose, il y a une négociation aujourd'hui à Addis Abeba. Moi, je suis avec vous à Washington ici. J'étais invité par Johns Hopkins University. J'ai fait mon speech, j'ai fait mon débat. Je rentre sur Kinshasa dimanche, j'en saurai un peu plus. Mais ce qui est vrai, c'est que nous devons être des responsables. Et comme responsables, nous savons qu'il y a un plan A, il y a un plan B, il y a un plan C. Le plan A, c'est qu'on aille aux élections le 28 novembre, que tout soit fait dans l'ordre sans difficulté. Il y a peut-être un plan B qui dit s'il y a des rapages techniques sur le plan matériel, que faire? On doit en parler. Donc moi, je n'ai pas de, comment dirais-je, de solution magique à proposer. Je crois que selon l'importance de la crise qu'il y aurait, ou selon l'importance des difficultés qui se présenteraient, là on pourra décider. Mais si on parle d'une, à mon avis, prolongation de 3 semaines, d'1 mois, bon, je ne vois pas pourquoi on devrait se faire trop de mourants. Mais lorsque ça devient à une révision complète de la démarche, qu'on parle de 1 an, 2 voire 3, là c'est autre chose. Mais à ce stade, je vous dis, je ne peux pas me prononcer parce que
Si je me prononce, je dois le faire sur base technique, sur base de données objectives qui viennent de qui? De la CENI notamment, et les experts qui sont là-bas sur place, et aussi de l'audit du fichier. Donc à partir de là, à ce stade-ci, je n'ai aucun élément qui puisse me dire qu'il faut prolonger. J'ai seulement une inquiétude que beaucoup partagent avec moi, à savoir que le fichier tel qu'il est présenté nous inquiète. Deuxième inquiétude que je vois, c'est que le défi logistique, il est réel. Et je ne sais pas si dans le délai qui est imparti, on pourra arriver à déposer le matériel. Mais cela étant dit, nous devons agir de manière responsable en tant qu'homme d'État et voir où est l'intérêt supérieur de la nation. L'intérêt est lequel? Nous voulons une stabilité post-électorale, nous voulons des élections apaisées, crédibles et transparentes, et pour cela, chacun doit faire son travail. Mais nous, de l'opposition, nous devons viser quoi? Nous voulons l'alternance politique à l'issue de cette élection. Donc à partir de là, nous sommes obligés, par les faits, d'abord de nous identifier entre nous, de travailler ensemble pour faire basculer la majorité et donner à ce pays une nouvelle espérance. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, le régime finissant de Kabila, le président sortant, n'a pas pu remplir ses missions régaliennes sur le plan sécuritaire, sur le plan social, sur le plan économique. Le résultat n'est pas convaincant. Et à partir de là, pour moi, le moment est venu de changer. Nous avons de très bons candidats, un doyen d'âge très bon, des candidats à d'autres niveaux aussi très valables. Le doyen d'âge doit faire son travail d'appeler les gens et de leur dire voilà comment on doit travailler pour avancer. C'est ma recommandation aujourd'hui, parce que je crois que c'est de sa responsabilité aussi historique. Nous devons absolument, à ce stade, nous dépasser et trouver la solution qui peut nous amener à une stabilité durable dans le pays pour les années à venir. Vous êtes médiateur et vous dites que le doyen d'âge devrait appeler les autres. Y a-t-il donc, considérez-vous que de l'autre côté, c'est-à-dire du côté de Sultani, où nous avons quand même vu l'émergence de plus d'un candidat, oui, ce qui, par rapport aux déclarations faites par ce camp, va à l'encontre de la vision, parce que nous voyons déjà que du côté de Sultani, il y a plus d'un candidat. Oui, ça ne gêne pas. Tous ils ont dit qu'ils sont prêts à se ranger. Donc ils ont exprimé une ambition, c'est légitime. Il y a eu, je crois, 11 autres candidats qui se sont présentés, dont les candidats farfelus. Mais bon, ce sont des choses, des réalités de la vie. On ne peut pas empêcher aux Congolais d'avoir des ambitions. Exactement. Ils ont exprimé leur ambition. Maintenant, il y a des réalités auxquelles on doit faire face. Et à partir de là, on doit faire un travail. Et moi, je dis, je pense que de leur niveau, il y a eu des démarches faites vers le doyen d'âge, vers le patriarche actuel. Mais je pense qu'aujourd'hui, le patriarche, à mon humble avis, il semble avoir momentum sur le terrain en termes d'appui populaire, en termes d'adhésion de la population. C'est bon, mais ce n'est pas suffisant. Il faut appeler les autres, c'est vous les doyens d'âge, pour discuter, pour qu'on puisse avancer. Puisque tout le monde dit, tous les candidats disent, nous sommes ouverts à la discussion. Je crois que quand on ouvre à la discussion, moi je pense qu'en tant que doyen d'âge, personne ne verrait un inconvénient à ce qu'il appelle tout le monde pour discuter avec eux. Je pense que c'est la logique que je vois. Et d'ailleurs, je vous signale, quand nous étions à Sun City au dialogue intercongolais, il a fallu à un moment donné que quelqu'un lise la déclaration d'opposition politique. Après un grand débat à l'africaine, on a dit, bon, doyen d'âge Gizenga, lisez. C'est lui qui a lu. Donc cette tradition de doyen d'âge n'est pas nouvelle. Ce sont nos traditions africaines. Et dans cette situation où nous sommes, le doyen d'âge est aussi un combattant de la démocratie, un ancien combattant, un digne fils du pays. Donc il a toutes les qualités nécessaires pour pouvoir lui-même faire cette démarche-là en tant que doyen d'âge. Et ce serait ça ma recommandation personnelle à son égard. J'espère que nos amis de l'Union pour la démocratie et le progrès social nous suivent et que le message sera transmis. Je voulais revenir un peu sur le bilan du président sortant. 5 chantiers a été ce mot avec lequel les Congolais ont eu à vivre au quotidien. Belle phrase, 5 chantiers. Quelle est votre lecture de ce bilan? Et ma prochaine question sera, vous êtes parmi ceux qui ont conçu ce programme de l'opposition. À l'opposé de ce programme des 5 chantiers, quelles sont les innovations que l'opposition
voulant l'alternance en RDC, va apporter pour le bien-être du peuple congolais? D'abord, vos observations sur le bilan. Bon, disons, le bilan couvre beaucoup de domaines. J'en prendrai pour ma part un ou deux sur lesquels je pourrais peut-être m'étendre un peu plus longtemps. Je prends l'aspect de la réforme du secteur de sécurité, donc la réforme de l'armée, de la police et d'autres services concernés. Je constate d'abord que le président sortant est la seule personne qui, depuis 10 ans, a gardé la même fonction au sein du commandement de l'armée. Il est le chef des armées, c'est le seul. Il y a eu du changement, de généraux, partis repris, c'est le seul qui est resté constant dans cette position depuis plus de 10 ans. Donc, à partir de là, si aujourd'hui tous les rapports qui sont faits constatent que, au plan disciplinaire, le niveau n'est pas satisfaisant, au plan organisationnel, ce n'est pas convaincant, au plan de la gestion des espaces qu'ils occupent, ils sont, paraît-il, plus occupés à des activités économiques, notamment l'exploitation des minerais, qu'à autre chose. L'intégration des Maïma et autres n'a pas été un succès et certains militaires refusent d'être déplacés de là où ils sont. Donc, manifestement, il faut reconnaître qu'il y a une difficulté, il y a échec. Et cet échec-là, qu'on ne cherche pas ailleurs. L'échec-là, il y a une personne qui, depuis 10 ans, est le chef des armées. On ne peut blâmer personne d'autre. C'est un échec personnel. Alors, on se pose des questions. L'échec est dû à quoi? On manque de compétences, manque de volonté, manque de vision. À ce stade-ci, on doit s'interroger sur les raisons de l'échec. On ne peut pas comprendre qu'un pays comme le nôtre, on ne puisse pas faire le travail qui convient pour avoir une armée normale et républicaine. On ne peut pas comprendre. Quelle est la motivation profonde? Donc, il y a là un problème de fond. On doit se demander pourquoi il y a seulement cette volonté d'avoir un groupe comme hier la DSP qui est bien organisé et le reste semble être abandonné à lui-même. Pour quelle raison? Pour quel objectif? Donc là, il y a une question fondamentale. L'échec de la réforme de l'armée, notamment, incombe à une seule personne. Or, le pays, vous le savez, depuis quelques années, a fait l'objet de convoitises de la part de pays voisins, de la part de groupes voisins. Le pays n'est pas bien défendu, pas bien organisé. L'armée aurait dû être une priorité. Et on constate au bout de 10 ans que, malheureusement, rien de concret n'a été fait. C'est dommage. Deuxième domaine qu'il y a, je prends le domaine économique, je prends le secteur minier particulièrement. On a constaté, tout le monde le dit, que le secteur porteur de la reprise dans notre pays devait être le secteur minier, le secteur moteur. On n'a pas fait le bon travail qui convenait. Il est vrai qu'il y a eu des contrats signés à une période passée qui n'étaient pas des bons contrats, mais la manière de les revoir n'a rien apporté de nouveau au pays. On a semblé s'orienter plutôt vers des deals personnels avec des amis pour faire des coups à court terme sur le marché boursier. Ce n'est pas ça qu'un État doit faire. C'est tout à fait irresponsable. Mais je dois quand même saluer que dans cette tourmente-là, j'ai vu la compagnie Freeport-McMoran, qui est à Tengue-Fungurume, qui, elle, fait un bon travail sur le terrain qu'on doit encourager. Des cas comme ça sont des cas rares, il faut qu'on en parle. Mais je voulais dire que sur le plan économique, la plupart des hommes d'affaires, je ne sais pas moi qui le dis, c'est la FEC qui le dit, se plaignent du fait que le climat des affaires est malsain. Donc, il n'y a pas eu de changement à ce niveau-là, changement notable. Donc, à partir de là, vous ne créez pas les conditions d'une stabilité sur le plan sécuritaire. Vous ne voulez pas que les affaires puissent prospérer, qu'on crée l'emploi. Donc, le chômage continue, les gens n'ont pas de perspective, l'État ne fonctionne pas. Voilà autant de raisons qui font que je dis que ce bilan est négatif, d'autant plus que cette insécurité qu'on a notée dans l'Est du pays se traduit par quoi? Les viols massifs. Le pays est devenu un pays invivable. Le monde entier en parle, tout le monde le critique. Voilà un peu le bilan qu'on voudrait nous donner ici. On nous appelle à un bilan rose, un bilan favorable, je ne pense pas. Je crois que tous les esprits sérieux reconnaîtront que le régime est à bout de souffle. Il n'a plus de ressort pour changer et que le moment est venu pour nous, en étant organisés et structurés, de passer à une autre étape par l'alternance politique. Et pour le faire, je répète, c'est l'unité d'action qui est indispensable. Autour des candidats, autour des programmes, autour du gouvernement, et il faut aller de l'avant.
Je voulais ajouter un point qu'il faut quand même évoquer parce qu'on n'en parle pas assez souvent. Mais si nous devons parler d'une stratégie commune sur le plan législatif, c'est pourquoi? C'est pour arriver à avoir un gouvernement et l'Assemblée que nous maîtrisons. Mais on ne pourrait pas de manière raisonnable, politiquement parlant, dire que voilà, nous sommes prêts de céder telle position à tel groupe et ne pas discuter des autres positions, non. Parlons de principes sans mettre des noms. On peut dire par exemple que voilà, si l'UMR gagne plus de députés, le Premier ministre vient de l'UMR, c'est compréhensible. Et pas du parti que le président de la République représente. Donc à partir de là, si ces choses sont faites sur base des principes sans mettre des noms, tout le monde va se retrouver. Et d'ailleurs, ce document-là avait été préparé déjà au niveau de Fatima. Les mêmes principes avaient été évoqués. Donc nous sommes d'accord sur le fait qu'il faut un accord politique, si je peux l'appeler ainsi, pour le fonctionnement du gouvernement et de l'Assemblée nationale initialement, et par la suite du Sénat et d'autres institutions qui sont indispensables au fonctionnement du pays. Nous sommes aussi d'accord sur le fait que pour y arriver, il faut passer par la candidature commune. Et aujourd'hui, je terminerai par là, le doyen d'âge, je pense que ce sont les traditions africaines, qu'il assume son rôle de doyen d'âge et qu'il appelle les autres pour qu'on puisse évoquer la situation et avancer. Nous avons les bons candidats, nous avons la possibilité de renverser la vapeur, de gagner, comme en Zambie d'ailleurs, vous avez vu récemment la Zambie. Donc à partir de là, le bon sens, le réalisme, le patriotisme demande que l'on fasse une démarche concertée. Et là-dessus, moi, je ne peux, comme médiateur, que dire qu'à mon humble avis, aujourd'hui, on a donné les rapports à qui de droit, mais je pense qu'aujourd'hui, ce sont les hommes qui doivent se parler. Et les hommes, ils sont là, ils sont connus. Et je regrette, je pense que le doyen d'âge a l'obligation de prendre l'initiative aujourd'hui pour avancer et terminer le problème. Pour ceux qui nous rejoignent, Code 243, nous recevons M. Meda Moulangala, président de l'UMR, l'Union pour la majorité républicaine, qui est également médiateur entre les deux groupes de l'opposition institutionnelle et non institutionnelle, de Fatima et de Sultani. Oui. Vous avez évoqué le cas de la Zambie, c'était ma prochaine question, de voir qu'il y a une transition paisible, qu'un vieil opposant est arrivé au pouvoir, choisi, et qu'il n'y a pas eu effusion de sang ni coup de feu. L'histoire de la République démocratique du Congo nous relève qu'il y a 5 années en arrière, il y a eu plus d'1 millier de morts dans la ville de Kinshasa. L'un des candidats malheureux de l'époque, Jean-Pierre Bemba, aujourd'hui croupi en prison. Mais à première vue, les signaux que nous voyons sur terrain, suite aux différentes protestations pacifiques qui ont été organisées par l'opposition, se sont terminées par un bain de sang. Quelles seraient, d'après vous, aujourd'hui les garanties que le peuple congolais pourra avoir, que ce processus, si victoire il y a de l'alternance, sera accepté sans effusion de sang? Parce que lorsque nous voyons la violence de la répression, lorsque nous voyons ce que vous avez également effleuré, voir l'échec de la sécurisation de la population congolaise, qui d'après certains serait voulu, ne serait pas une incompétence, mais serait voulu par collusion avec certains pays voisins, que cela... Comment voyez-vous la chose? Croyez-vous qu'au 28 novembre, si les élections avaient eu lieu, Kanambe vous nous dira, voilà, bon, j'ai perdu les élections, je m'en vais? Bon, dans ce genre de situation, d'habitude, ce que l'on fait, c'est qu'on demande au candidat de signer un engagement pour dire qu'en cas de perte des élections, il va accepter les résultats. Mais en Côte d'Ivoire, 2 Africains ont signé. C'est une étape, hein, mais c'est une étape qui est quand même indispensable parce qu'ils ont pris un engagement. Le deuxième point que je voulais évoquer, c'est que nous devons tout faire à notre niveau pour faire de ce processus une démarche qui ait des résultats acceptables par tous. Je pense notamment à quoi? Si nous sommes incapables, nous, de l'opposition, d'avoir des témoins dans chaque bureau de vote, d'avoir une action coordonnée, d'avoir un bureau annexe de compilation, nous avons un problème. Donc nous devons absolument, à notre niveau aussi, organiser ce contrôle à chaque niveau, circonscription électorale pour nous assurer que, effectivement, les voix sont bien contenues, sont bien données. Troisième point que je dirais, c'est lié à la communauté internationale. La MONUSCO a un mandat, et ce mandat a plusieurs points, notamment, quoi, la protection des civils.
Et je vous rappelle, sous ce mandat-là, que l'OTAN notamment est intervenue en Libye. Donc il faut protéger les civils et ce mandat lui a été donné officiellement par les Nations Unies. Donc à un moment donné aussi, je pense qu'on pourra l'interpeller pour s'assurer que ce mandat puisse l'assumer totalement. Et enfin, nous devons quand même travailler pour dire aux uns et aux autres que la démarche électorale est une démarche importante. Chacun doit faire l'effort nécessaire. Nous devons apprendre la démocratie, nous devons accepter les urnes. L'alternance, je l'ai vécu moi dans plusieurs pays. Je l'ai vécu comme observateur au Sierra Leone, je l'ai vécu au Libéria. Maintenant, on la sent arriver en Zambie et ailleurs. En quoi l'alternance devrait-il gêner? Je pense que le peuple, à un moment donné, se rend compte qu'un groupe n'a pas rempli sa mission et confie la charge à des tiers. En quoi est-ce que cela devrait nous empêcher de continuer à vivre? Donc je pense que là-dessus aussi, il est important que des messages d'apaisement soient donnés aux uns et aux autres pour qu'ils sachent que dans ce que l'on fait ici, on vise d'abord l'intérêt de notre pays et pas autre chose. À partir de là, je crois que si tous les acteurs ont à cœur l'intérêt du pays, l'intérêt de notre bien-être des Congolais, à partir de là, il n'y aurait pas de problème. Donc moi, je dis que nous devons tout mettre en œuvre pour, d'abord, nous rassurer mutuellement sur les élections, 2, rappeler à la MONUSCO son mandat de protection des civils, et 3, enfin, que nous puissions faire en sorte que les élections à chaque niveau soient contrôlées, soient suivies, pour que les résultats qui vont sortir des urnes reflètent vraiment la réalité, sans oublier bien sûr la question de l'audit du fichier, où je l'ai dit moi-même, nous ne sommes pas outillés, nous, pour auditer le fichier. Il faut confier la mission à une structure technique indépendante qualifiée, avec des termes de référence bien précis, et ce rapport va peut-être nous lier les uns les autres. Mais croyez-vous que cela soit faisable en ce laps de temps? Nous sommes pratiquement à près de 45 jours avant les échéances. Mettre sur pied au niveau de l'opposition un centre de collecte de données nécessite l'achat de plusieurs ordinateurs, avoir les communications. Est-ce que dans ces échanges... Je pense que c'est possible. Moi, je prends mon cas dans ma propre circonscription électorale. Il y a à peu près 77 centres de vote, répartis dans 7 secteurs. Il y a à peu près 270 bureaux de vote. Si moi je le sais pour mon secteur, d'autres collègues le savent pour leur secteur aussi. Nous parlons de 169 circonscriptions électorales. Si nous sommes incapables, comme opposition politique, à dire à 169 personnes, dans votre circonscription, votre mission est d'organiser la collecte de données sur 200 centres, les compiler, les envoyer à tel endroit. Si on ne peut pas faire ça, donc on ne peut pas gérer la République. Donc nous devons être sérieux. Je crois que cette action est faisable par l'opposition politique. Et au plus tôt on s'y met, au mieux ça vaudra. Est-ce qu'on en parle? Parce qu'à première vue, on a l'impression qu'il y a beaucoup plus une redistribution des cartes ou des postes qui, pour l'heure, semblent être le blocus, l'objet du blocus. Mais quel poste, quand vous n'avez pas eu les élections, quel poste? Vous n'avez quelle force pour demander tel poste? À partir de quoi? Donc ce sont les élections législatives que nous allons déterminer sur la force relative de chacun et sur ce qu'il peut revendiquer. Donc là-dessus, je crois que la rationalité commande que les postes soient, soi-disant, distribués selon les rapports de force en termes de nombre d'élus et notamment aussi selon la représentation nationale. Donc si on fait cela, on aura fait œuvre utile. Mais déjà, ce qu'on peut faire, ce sont les principes pour dire, dans un cas précis, le parti A est président de la République, il ne serait pas bon que le parti A soit aussi Premier ministre, non. Il est président de l'Assemblée. Ça, on peut dire. Et ça, tout le monde peut comprendre, sans mettre nécessairement des noms de X, Y ou Z à telle ou telle position. Je voudrais revenir parce que sur le programme. Partons dans la fiction, le 6 décembre, l'opposition avec le candidat en file est déclaré vainqueur. À quoi la population congolaise peut-elle s'attendre? À un programme 5 chantiers démagogiques, ou bien vous avez un programme avec des financements éventuellement prévus et qu'on se retrouve dans une période dubitative où on va commencer à chercher que faire et finalement battre monnaie pour essayer de se soutenir. Est-ce que vous pouvez nous en toucher? Un programme a été fait avec des axes d'action très précis, secteur par secteur.
Ce programme est actuellement au niveau de la valorisation en termes de coûts budgétaires. Je pense que dans les semaines qui viennent, il va être publié. Donc, faire le programme, ça a été fait. Mais les grands aspects prioritaires que nous avons voulu épingler, me semble-t-il, étaient d'abord liés à la... Il faut refaire l'État. Il faut refaire l'État. L'État, c'est désintégrer. L'État a perdu de sa puissance, c'est désorganisé. Donc, il faut refaire l'État. Ça passe par une armée républicaine bien structurée, l'administration de proximité et de développement. Ça passe par des travaux d'infrastructures importants dans l'ensemble du pays. Et ça finit certainement par le fait que l'on doit avoir une justice tout à fait crédible, sans oublier, bien sûr, le climat des affaires. Parce que si nous ne créons pas les richesses nécessaires dans le pays, on ne va pas avoir moyen d'employer nos jeunes, d'offrir un espoir, de construire le pays. Donc, il faut créer les richesses et pour cela, il faut créer les conditions de créer les richesses. Je crois que dans les semaines qui viennent, avant la fin de ce mois, bien, première semaine d'octobre, le programme devait être présenté. C'est une proposition qui peut être débattue, dans laquelle les mesures essentielles que nous prendrons seront énumérées et seront chiffrées en termes budgétaires. Donc, je crois que de ce point de vue-là, tranquillisez-vous, le travail a été fait. Mais ce qui est important, ce sont les hommes capables d'imposer la rupture que le pays appelle. Parce qu'aujourd'hui, le pays n'a pas bien évolué. Le pays a perdu de sa consistance, de sa valeur. Il faut absolument le relancer. Et je dis que 10 ans de Kabila, ça suffit. On doit changer. Le président sortant et son équipe ont failli à leur mission. On ne peut pas continuer de leur faire confiance. Mais pour ceux qui nous suivent, comme vous le dites, quelles garanties vont-ils avoir lorsque cette alternance risque de porter en son sein certains acteurs dont les bilans, leur bilan à la tête de plusieurs institutions ou même n'a pas été convaincant. Croyez-vous que entraîner aujourd'hui certains acteurs, je ne voudrais citer aucun nom, mais ceux qui nous suivent me comprennent aisément, pourrait garantir la réussite d'une action qui va transiger avec ce que nous avons connu depuis 10 ans? Je pense d'abord que ce n'est pas vous, ce n'est pas moi qui décidons de la personne qui va être élue à telle ou telle fonction. Les personnes ont créé leur parti politique, les ont organisés, les ont structurés. Si le peuple a confiance à ces personnes-là, nous devons accepter le choix du peuple. Et moi, je me réfère au choix du peuple. Si le peuple dit que c'est tel, ancien dignitaire, nouveau ou autre, qui a beaucoup de députés, c'est la réalité du terrain de l'accepter. Le peuple lui a fait confiance, ou bien il est mieux organisé, mieux structuré, mais il a eu des élus qui nous permettent de parler avec force, bien avec détermination dans les actions politiques du pays. Donc, ce choix-là, ce n'est pas vous, ce n'est pas moi qui le faisons, c'est le peuple qui le fait sur base de ce qu'on aura à lui dire. Alors moi, le peuple est souverain, et si le peuple renvoie des Congolais qui ont eu à avoir des fonctions importantes dans le passé, dans des fonctions aussi importantes aujourd'hui, c'est le choix du peuple que nous devons respecter. Et si le peuple demain estime qu'il ne convienne pas, nous devons le convaincre de voter autrement. Donc moi, je m'en remets complètement au choix du peuple dans le mode du scrutin que nous avons aujourd'hui. Et ce n'est pas à moi de juger. J'ai peut-être un jugement personnel à émettre, mais je ne peux pas remettre en cause le vote d'une population qui estime que telle personne convient. Donc voilà, maintenant c'est à nous au niveau peut-être des institutions, au niveau des gouvernements, d'avoir sur place des programmes, des méthodes et un fonctionnement qui garantissent la bonne gouvernance et le pays va pouvoir changer rapidement, me semble-t-il. La bonne gouvernance pour laquelle tous les Congolais espèrent pouvoir un changement et pouvoir bénéficier de toutes les ressources dont le Congo regorge pour jouer son rôle dans le concert des nations, c'est, j'espère, ce que vous et moi appelons de tout cœur. Nous tirons vers la fin de notre programme ce soir. Avez-vous un message particulier que vous voudrez adresser à cette diaspora qui, encore une fois, regrette le fait que, comparativement aux autres diasporas, les Ivoiriens ont voté à l'extérieur, les Zambiens ont pu voter à l'extérieur, mais les Congolais, qui sont par millions, qui transfèrent plus de, d'après Western Union, on parle de 3-4 milliards de dollars par an, qui soutiennent les études, les mariages, les loyers et autres, aujourd'hui se retrouvent encore sans
droit de parole et risque de subir, encore une fois, un gouvernement ou des hommes. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Parce que... Mais d'abord, je crois que nous devons leur faire justice à la diaspora, reconnaître que la contribution qu'elle fait, tant sur le plan social, économique, culturel, même politique, nous l'apprécions beaucoup et elle est nécessaire pour notre pays. Je pense que nous devons aussi travailler pour que dans les années à venir, on puisse leur donner un rôle plus important dans la vie publique de notre pays, notamment par le vote. Moi, ce que je peux dire à la diaspora, c'est que leur mission doit continuer parce qu'elle permet d'éclairer et de montrer de quelle manière les choses se passent dans notre pays. Nous apprécions leur contribution, il faut continuer ainsi. Au niveau des programmes que nous avons dans notre parti, notamment, nous avons estimé qu'il était nécessaire qu'à un moment donné, on puisse songer à ouvrir la nationalité. Mais dans quelles conditions? Vous savez, au dialogue intercongolais, j'ai eu à diriger la sous-commission qui avait en charge de définir un peu la nationalité. Nous étions 15 dans la sous-commission. J'étais le seul qui n'était pas de l'Est du pays. Tous les autres qui avaient été délégués par leur parti à cette discussion venaient de l'Est du pays où, il faut le dire, se retrouve le grand problème. Qui est lequel? Qui est de dire que si aujourd'hui on ouvre trop vite les frontières ou bien on va trop rapidement, ce sont les Rwandais qui vont voter ici, ce sont les Burundais, les Ougandais. C'est ça la réalité que les gens nous disent à l'Est du pays. Ce problème-là, vous ne le sentez pas ailleurs aussi fort qu'à l'Est du pays. Donc, cela est dû au fait notamment que nous avons un État incapable de contrôler les citoyens, de les identifier, de les recenser. Donc, lorsqu'on aura un État capable de faire cela, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas songer à ouvrir cette question-là. Mais moi, je dis ceci. Comme dans ce pays, à certaines fonctions, il faut que votre choix soit clair. Vous ne pouvez pas être congolais, non, à un certain niveau de responsabilité, moi je pense qu'il faut qu'il y ait un choix clair qui soit fait par les responsables pour être tout à fait impliqués, tout à fait déterminés, tout à fait engagés pour leur pays. Moi je pense que si on peut trouver une formule comme celle-là, où on dit à un certain niveau de responsabilité, il faut tel critère et d'autres critères, ça ne me gêne pas du tout. Mais cela doit se faire avec quoi? Il faut que l'État soit mieux organisé sur le plan administratif, qu'il y ait un recensement de la population, qu'on sache qui est qui. Sinon, on ne peut pas gérer un pays sans savoir qui est qui. D'ailleurs, ici, l'immigration dans ce pays, mais c'est terrible. C'est suivi à la lettre. Exactement. Tout le monde le sait. Alors, je ne vois pas pourquoi nous, on ne pourrait pas le faire. On pourrait même demander aux Américains de nous aider. Donc, cette question d'immigration est une question essentielle. On ne peut pas la balayer comme ça, non. Il faut dire, nous sommes ouverts, bien sûr, aux échanges commerciaux, nous sommes d'accord, mais comme ici, comme ailleurs, les gens veulent savoir qui vient dans le pays, qui fait quoi et qui est qui. Et cela, pour y arriver, il faut que l'État soit un véritable État, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Mais à ce sujet, je voudrais revenir parce que vous parlez... je sais qu'il y a eu un débat au niveau de la... Il y a une plénière au niveau du Parlement congolais au sujet de la double nationalité. Pouvez-vous nous dire un peu quelle a été la grande tendance et la finalité de cette motion Moi, je dirais ceci, et je vais peut-être terminer par là pour aujourd'hui. Je dirais ceci. On ne peut pas être un leader politique et venir être candidat dans un pays en mentant au peuple. Non. À partir de là, ce n'est pas crédible. Vous ne pouvez pas venir le matin, vous êtes belge, le soir, vous êtes congolais. Ça ne marche pas comme ça. Donc, moi, je suis d'accord qu'on soit très strict sur la question et que l'on voit dans les candidatures qui sont présentées, même aujourd'hui, qui est qui. Parce qu'on ne peut pas venir mentir au peuple de cette manière-là en mentant sur ce que l'on est. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut être strict sur la matière et vérifier que les candidats sont bien ceux qu'ils prétendent être en termes de nationalité. Voilà ma position. Voilà. Chers téléspectateurs de Code 243, nous recevions ce soir M. Médard Moulangala, président de l'UMR, l'Union pour la majorité républicaine et surtout médiateur entre l'opposition. J'espère que ce programme vous a permis d'avoir des éclaircissements sur les zones d'ombre que vous avez pu avoir. Vous pouvez nous joindre sur www.code243 et nous donner vos avis ou encore nous envoyer vos emails, vos suggestions sur ce programme que nous avons essentiellement dédicacé aux élections en République démocratique du Congo. Sur ce, nous vous
Nous vous remercions d'avoir suivi ce programme. À très bientôt. Bonsoir chez vous. Bonsoir, Code 243. Bonsoir.